Alors, on va parler ce soir de votre dernier roman paru au début de l'année, L'enterrement d'un juif hongrois, chez Albin Michel, une bouleversante et posthume déclaration d'amour à Emil Hausen, votre mari pendant 30 ans, décédé en janvier 2000. Un juif hongrois né en 1922 dans les quartiers pauvres de Budapest, qui a connu à 20 ans les horreurs du nazisme, survécu aux misères et aux sévices qu'il avait endurés lors du génocide perpétré contre lui et ses semblables en Hongrie. Miraculé de la Shoah, c'est en 1946 qu'il a décidé de s'expatrier, donc de rejoindre Paris, et vous êtes rencontrés 20 ans après son arrivée en France. Vous avez évoqué donc cet amour qui finalement aurait pu ne pas durer, on y reviendra tout à l'heure, une union hors norme qui a su triompher des conflits identitaires, des différences culturelles très grandes, on va en parler aussi, et des grands traumatismes de l'histoire du XXe siècle, car évidemment, et c'est une des particularités de vos livres, vous aimez situer vos personnages dans la grande histoire. Pour quelle raison, tiens d'ailleurs, ce sera ma première question, Catherine Paysan? Eh bien, tout simplement parce que ça me paraît absolument essentiel, parce que je pense que nous sommes tous des vases poreux, c'est-à-dire que nous avons notre identité propre, inaliénable bien sûr, mais que nous sommes quand même en même temps façonnés, nos histoires privées, quelles que soient nos histoires privées, sont quand même pénétrées de la grande histoire. Et puis c'est la meilleure façon, sans doute, enfin, à mon avis, à moi, de sortir les gens de leur anonymat, c'est-à-dire de les replacer dans leur cadre de vie, mais et je répète, dans la grande histoire. Je l'ai fait depuis le début, puisque ce livre-là, L'enterrement d'un juif hongrois, est le 6e livre autobiographique que j'ai écrit, parce que j'ai donc quand même toute une œuvre autobiographique qui a commencé par un livre qui s'appelle Comme l'or d'un anneau, qui a été suivi par Pour le plaisir, ensuite pour La colline d'en face, ensuite pour Le passage du SS, le 5e pour L'amour là-bas en Allemagne, et voilà maintenant que voilà celui-là que je considère qu'il sera sans doute d'ailleurs le dernier, parce qu'il s'agit en même temps d'une sorte de testament chez moi. Avant de passer l'arme à gauche, j'avais quand même envie d'abord de converser avec mon mari, parce qu'après sa mort, j'ai très mal accepté sa mort, et j'ai compris que si je ne continuais pas le dialogue avec lui, ça allait aller encore plus mal pour moi, qu'il fallait que je continue à lui parler et aussi à dire ce que je pense que nous sommes tous tentés de dire, c'est que il faudrait pour bien faire que pendant ce passage que nous avons sur la terre, il faudrait que nous puissions revenir. Le premier passage n'est sans doute qu'un cahier de brouillon sur lequel le maître écrirait « aurait pu mieux faire ». Et bien sûr, c'est mon cas, et c'est le cas de tout le monde. Mon mari aussi aurait pu mieux faire. Donc, et c'est de cela aussi que je parle. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop longue. Non, non, je vous en prie. Là, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que c'est votre dernier livre? Je pense que ça sera mon dernier livre. J'ai mis 5 ans et demi à l'écrire, souvent dans une très grande solitude, mais avec cette volonté de l'écrire, et puis aussi parallèlement, parce que je vais mourir jusqu'au bout, amoureuse des mots, de la musique des mots, de ce que m'apportent les mots. Et donc, il y a les deux. Alors, c'est un pavé, de plus de 500 pages, mais où j'essaie véritablement de dire qui je suis, qui il était, qui sont les autres, et parler évidemment de cette nature humaine qui me pose beaucoup de questions. On en reparlera tout à l'heure, si vous voulez bien. Oui, voilà.
Vous avez attendu 10 ans pour écrire ce livre, commencer à l'écrire après le décès d'Émile. Comment? Vous avez attendu 10 ans avant de commencer à écrire ce livre, 10 ans après son décès. Oui, parce que j'avais d'autres choses à écrire encore avant. Hein. Vous parlez de 5 ans, 5 ans, parce qu'effectivement vous êtes amoureuse des mots, mais aussi peut-être parce que c'était douloureux pour vous à écrire? Non, au contraire, c'est ça qui me sauve. Non, c'est ça qui me sauve. Hein. C'est le contraire. J'ai besoin de me tenir compagnie avec les mots. J'aime la magie des mots, j'aime la musique des mots. Je pense que les gens, enfin ceux qui me lisent, puisqu'il y a quand même des gens qui me lisent de façon fidèle depuis les débuts, sont des gens qui ont l'âme musicienne, qui ont compris qu'en même temps, il s'agit comme ça d'un espèce de chant perpétuel. Mon mysticisme à moi consiste à ce que ma prière à moi, c'est les mots. Hein? C'est ma façon de prier à moi. C'est une obsession de trouver le bon mot. C'est complètement une obsession. Je n'ai pas d'autre façon de me tenir à moi-même compagnie. Voilà. Puis-je vous demander de lire un premier extrait, si vous voulez bien, puisque vous m'avez dit que vous aimiez lire aussi votre livre. Oui, cette page 12, on est, je l'ai signalé ici jusque-là, nous sommes à Saint-Malo, et vous remémorez un souvenir avec Émile. Oui, là, oui, puisque le livre commence où j'évoque le temps où mon mari et moi allions à Saint-Malo. Et il n'aimait d'ailleurs pas beaucoup la mer. En fin de soirée, c'était la flânerie à deux sur la digue au milieu du va-et-vient des autres promeneurs, de leurs allées et venues à l'écart et en surplomb, de la foule des amateurs de bains de soleil prolongés, sur des litières de sable chaque 24 heures, 2 fois visitées, purifiées par la saumure iodée de l'avancée des eaux de mer. Nous y retournions après souper pour le plaisir de ne pas rater la vision, sous un ciel d'encre bleue, d'un soleil pyromane, mettant avant de disparaître là-bas, du côté des Amériques, le feu à la mer, en procédant lui-même à son propre todafé. Assis sur un banc, nous attendions que le spectacle cesse, que la plage, sur laquelle la nuit son énorme machinerie baissait son rideau noir, cesse d'être ce glacis cuivré à luisance de coquilles d'œufs, où se détachait encore tout à l'heure, en ombre chinoise, sur fond de brasier rose, la silhouette de promeneurs noctambules, prenant le frais à marée basse, parfois en compagnie d'un chien. Que les lampes allumées multiplient autour de nous leurs rondeurs phosphorescentes pour regagner la villa. Y dormir à l'étage, dans un beau grand lit assorti aux marqueteries de l'armoire à glace, ou sous la double épaisseur d'une couverture et d'un couvre-pied capitonné à l'ancienne. Au creux d'un matelas de laine, nous nous enfoncions dans le sommeil comme dans du beurre, accrochés l'un à l'autre comme nous l'avons toujours fait depuis la première nuit que nous avons passée ensemble. Parfois, au petit matin, arrivaient jusqu'à nous au rythme de leur giration cosmique de derviches tourneurs, au-dessus du ressac les miaulements de chats en rut de l'équipe des mouettes annonçant que ce serait bientôt l'aube et les prémices de la marée haute, qu'il s'agissait là, à quelques centaines de mètres dont nous nous trouvions, quotidiennement renouvelés, de la montée au créneau de vagues sans cesse sur le pied de guerre, soulevés par un besoin d'immersion, de reprise en main des terres émergées, et que, fragiles humains que nous étions, nous ne devions pas manquer à notre devoir
celui d'accueillir avec reconnaissance le miracle d'un jour de plus gagné sur l'heure d'un second déluge. Voilà. Merci, c'est gentil d'avoir... Quelle puissance de sens de la description. Alors on va parler d'Émile, Catherine Paysan, si vous voulez bien. On va en parler de manière très précise, mais je voudrais juste en quelques mots que vous nous situiez un peu son avant arrivé à Paris. D'où vient-il et en quoi est-il un miraculé, puisque c'en est un? Eh bien, je vais vous dire ce que j'ai su de lui et qu'il m'a raconté. Il était né en 1922 à Budapest, d'une famille juive pauvre. On ne parle jamais des juifs pauvres, on parle des juifs riches, mais on ne parle jamais des juifs pauvres. Il ne pouvait pas être né dans une famille plus modeste, puisque son papa était laveur de carreaux à Budapest. Bon. Et il était né, vous voyez, entre les deux guerres, c'est-à-dire à un moment où les Juifs en Hongrie bénéficiaient de la citoyenneté qui leur avait été accordée d'ailleurs par le dernier empereur d'Autriche. Et donc, si vous voulez, la situation pour eux ne se présentait pas trop mal. Évidemment, c'était ce qu'on appelle des gens pauvres. Mais les enfants juifs pouvaient aller à l'école avec les autres. Cependant, il y avait ce qu'on appelait le numerus clausus, c'est-à-dire que, au-delà du bachot qu'on appelle donc l'abitur, dans ces pays-là, ça s'appelle l'abitur, en Allemagne aussi, l'abitur, ils n'avaient en principe pas le droit d'entreprendre des études plus élevées. Il avait un frère aîné qui était un type, paraît-il, formidablement doué pour les langues, et qui d'ailleurs a terminé dans la peau de quelqu'un qui connaissait évidemment le hongrois, le yiddish, ça allait de soi, mais aussi le grec, le latin, l'allemand, l'anglais, etc. Et qui, à cause de ce numerus clausus, a décidé d'aller faire des études supérieures en Allemagne. Ça peut vous étonner, mais à ce moment-là, en Allemagne, le nazisme n'était pas installé. Vous voyez, c'était encore le moment où il y avait enfin une liberté. Et donc, une des plus grandes universités d'Allemagne, c'est celle de Heidelberg. Hein. Il y est allé à pied, parce que sa famille n'avait pas le moyen de lui payer le train. Vous voyez, par exemple. Alors moi, à travers mon mari, je suis entrée dans un monde que j'ignorais complètement, parce que finalement, nous connaissons tous, à part les spécialistes, ce que c'est que l'Europe centrale. Hein. C'est un monde tout à fait différent du nôtre, hein, qui était resté finalement aussi, en même temps, encore très, très moyenâgeux. Et les choses se passaient comme ça. Bon. Donc, il appartenait à une famille comme ça. Mais par exemple, son père, les choses étaient très... Dans ces pays-là, c'est très curieux. Ils sont à la fois très durs, souvent d'ailleurs très... Comment dire, très racistes, d'ailleurs. Hein, et en même temps, ils aiment la littérature, la musique, ils sont artistes en même temps, mais ils sont capables d'être extrêmement durs. Les uns avec les autres. Alors, par exemple, justement, une chose que nous aurions du mal à comprendre, nous, c'est que son père, qui était simplement laveur de carreaux, et qui avant avait été valet de ferme dans la Puzza, hein, et qui était venu à pied avec sa femme jusqu'à Budapest dans l'espoir qu'ils aient un moins mauvais sort. Emmener le gamin, c'est-à-dire... Mon mari, qui à ce moment-là avait 10-12 ans, il mettait ses meilleurs habits et le dimanche matin, il emmenait le gamin entendre de la musique classique, vous voyez. Ils allaient tous les deux. Vous voyez, ça n'existait pas dans nos milieux à nous à cette époque-là.
Hein? Ça n'existait pas. Et tout était très paradoxal. Alors évidemment, il y a eu ce moment où la Hongrie a attaché son char à celui de l'Allemagne nazie. Il y avait aussi des raisons historiques. C'est-à-dire que en 14-18, pour punir la Hongrie, qui déjà avait soutenu l'Allemagne, etc., on leur a quand même ôté la moitié de la Hongrie. Hein, la moitié de la Hongrie. Alors évidemment, Hitler les a appâtés en leur disant, moi, si je remets tout en ordre en Europe, enfin, etc., on vous rendra vos territoires. Donc c'est comme ça qu'a démarré cette terrible saga qui a fait que, par exemple, il avait 2 autres frères, il y en a un qui est mort tué au lance-flammes, un autre au bagne dans les mines de sel, et que lui, on l'a emmené au bagne aussi. Quand il me racontait comment il avait vu, par exemple, revenir les Allemands quand ils avaient été battus, il avait assisté à ça parce qu'il était au bagne. Comment on leur tapait dessus, on les faisait marcher. Il m'a raconté ça avec... il leur avait mis une espèce de truc vide autour du cou, emmanché autour d'une ficelle, où de temps en temps il jetait quelque chose vaguement à manger là-dedans. Et pour finir de vous raconter toutes ces horreurs-là, mais pour que vous compreniez bien l'homme que c'était, les problèmes qu'il y avait, et moi je l'ai su que peu à peu, parce que je vous signale qu'il ne m'en parlait jamais, aussi longtemps qu'il a voulu me plaire, etc., il ne voulait pas m'effrayer. Il gardait ça pour lui. Il leur faisait creuser un trou le soir, et puis il les faisait entrer là-dedans pour passer la nuit. Il les mettait à plusieurs, ils entassaient là-dedans. Puis le lendemain, il y avait les cadavres. Puis le lendemain, il y avait ceux qui pouvaient continuer. Si bien que, je dois dire, c'est dans ce livre aussi, qu'une fois où je suis allée au Québec présenter un de mes livres, et où on nous avait installés au Ritz. Hein? Je me rappelle une nuit où j'en pouvais plus parce que les Québécois sont des Américains. Hein? Ils ont beau vous dire qu'ils prennent une short au lieu de leur voiture, ils ont la mentalité américaine maintenant. Et si vous voulez que ça marche avec eux, il faut que vous alliez au charbon. Hein? Il faut que vous fassiez le travail comme il faut, etc. Sans ça, ils vous laissent tomber. Donc, j'étais extrêmement stressée. Et j'étais très malheureuse au Ritz. Hein, parce que le lendemain, je me demandais si j'allais pouvoir tenir le coup. Et alors, je disais, masse-moi les épaules, tout ça. Bon, je me souviens qu'une nuit, j'ai dit, écoute, tout de même, c'est un bon truc, le Ritz. Il me dit, pourquoi? Ben, je dis, parce que ça change du temps où on te faisait quand même entrer dans un trou, là. Hein. Bon, j'étais contente pour lui que ça ait tourné comme ça. Voilà. Voilà. Alors, parmi bien d'autres choses. Bien sûr que vous avez découvert. Alors, tiens, on va juste évoquer la manière dont il est entré en contact avec vous ce 15 août 1967. Alors là, c'était délirant. Ah, c'est délirant. Alors, si vous voulez bien, je vais lire sa lettre et vous allez lire votre réponse. Ça vous convient? Oui, mais... Très bien. Je lis cette lettre. Je vous fais confiance. Ben, merci, c'est bien. Donc, cette lettre est signée Émile, Paris, 15 août 1967, après Jésus-Christ. Ah oui, alors. Précision. Tout ce que je lis est de lui, bien sûr. Madame et Monsieur Lacombe, vous précisez des amis à moi, les Lacombe et les tiens, donc, si je t'en croyais, m'ont parlé de vous avec tant de chaleur que je ne puis me refuser le plaisir de vous écrire. Rares sont les personnes qui inspirent tant d'enthousiasme à leur entourage. Je me suis donc laissé contaminer par cette affection par procuration. Voilà la genèse de ce billet que je voudrais doux, inattendu et réconfortant. Doux car la vraie douceur est toujours gratuite. 2, inattendu parce que libre de toute obligation. Et 3, réconfortant car un sourire, fût-il verbal, l'est toujours. Je serai enchanté si ces lignes ne vous ont pas déplu. Je vous embrasse comme il vous plaira.
Belle entrée en matière. Mais votre réponse est particulièrement drôle et je vais vous laisser la lire. Ah, ma réponse, ah oui. Je m'étais dit, mais qu'est-ce que c'est que ce phénomène-là? Bon. Alors, cher Émile, puisque vous vous appelez Émile, je reçois votre charmante lettre dans ma petite maison d'Oullaine et je suis heureuse d'apprendre que vous avez obtenu mon adresse par les Lacombe. Puis-je vous parler de ma maison? 4 pièces, un jardinet qui compte sur vous pour que vous l'arrosiez, un couple de perruches qui vous veulent du bien et un couple d'épiciers sans façon mais des plus braves. Nous avons également ici un maire qui boit un peu mais sans malice, un instituteur catalan et dans l'église un Christ natif d'Israël. Nous collectionnons le bois de chauffage, les cuves de mazout et les souvenirs de famille. Cela sans chauvinisme aucun. Nous vous ferons, si vous nous faites l'honneur d'une visite, visiter Sable, un hameau perdu dans la campagne, hanté par un nègre américain mythique. Je vous joins une photo de Zébu, du zoo de la Flèche, pour que vous voyez que l'exotisme a ses droits dans la Sarthe et que nous vous disons que nous vous aimons de tout notre cœur par avance. Annie, je m'appelle Annie. Alors, ce que j'avais espéré, c'est qu'il allait se dire c'est une folle, et je me suis dit il va me ficher après. Et non, finalement, il vous a répondu. Alors, on ne va pas faire l'échange, évidemment, mais c'est étonnant parce qu'à cette époque, vous sortez de quelques années difficiles. Vous racontez effectivement une séparation subie avec un certain Kader. Oui. Et puis la mort de votre maman, suivie de celle de votre père. Et vous dites que la femme qui, 7 ans plus tard, recevra tes toutes premières lettres n'est pas encore remise. Pourquoi vous allez finalement plus loin après ces premières missives? Mais parce que vraiment, j'avais décidé qu'il n'allait pas me répondre. Parce que je voulais qu'il me foute la paix. Bon, parce que ce n'était pas la première lettre du Ruberlu que je recevais. Pour vous dire à quel point c'est que les Lacombe, les fameux Lacombe, puisque c'était une collègue à moi, l'autre jour m'a téléphoné parce qu'évidemment, elle attendait ardemment la lecture. Elle m'a encore appris sur mon mari quelque chose de pas piquer des cacahuètes que je ne savais pas. Elle m'a dit, tu ne sais pas, non. Elle m'a dit, je me souviendrai toujours de ce jour où on lui a donné son adresse. Mais j'ai dit, pourquoi tu fais ça? Elle m'a dit, je ne sais d'ailleurs même pas pourquoi. Mais il m'a dit, mais alors, ils nous poursuivaient derrière notre voiture quand ils sont partis, parce que c'était un dîner, enfin, etc. Il a dit, ne craignez rien, je la rendrai heureuse. Bon. Or, j'ai reçu une deuxième lettre, parce que finalement, ça l'avait amusé aussi. Hein. Et nous avons donc, pendant plusieurs mois, continué à nous écrire comme ça, sans nous voir. Et puis à ce moment-là, je commençais déjà à avoir des gros problèmes d'arthrose, etc. Donc j'avais décidé d'essayer de tenter ma chance pour aller me faire soigner. Eh bien, dans le sud de la France, j'ai oublié tout d'un coup comment ça s'appelle. Vous savez, hein? Je cherche aussi. Oh là là, vous savez où on soigne les... À Dax. À Dax, voilà. Donc, je lui ai dit que j'allais à Dax. Et à peine suis-je d'ailleurs arrivé à Dax qu'on m'a remis une lettre. Alors, j'ai eu ma première lettre à Dax. Après, nous avons continué à nous écrire à Dax. Et comme j'avais décidé après Dax, peut-être de faire un petit tour en Espagne, je lui ai donné mon adresse en Espagne. Alors donc ça continuait comme ça, et vous voyez, mais sans jamais nous voir. Mais ces lettres, ce qui avait été, c'est que ces lettres m'étaient devenues indispensables. Elles m'étaient devenues indispensables. J'attendais l'arrivée de ça. Hein. Et il me disait de son côté aussi qu'il attendait les miennes. Alors, lorsque je suis rentrée à Paris, je me suis dit quand même,
je vais quand même lui donner mon téléphone, au moins pour qu'il me téléphone, et peut-être qu'on pourrait se voir à Paris. Je suis arrivée à la gare à Paris, il était dans les 11 heures du soir, j'ai pris un taxi pour me ramener chez moi, et tout d'un coup, le téléphone a sonné, il était à peu près minuit. Je me suis dit, ça y est, c'est lui. Alors, je n'étais pas certaine, mais je me suis dit, pour moi, ça doit être lui quand même. J'ai pris le téléphone, j'ai entendu cette espèce de voix rauque qu'ils ont, les gens d'Europe centrale. Hein. Ce sont des voix très abyssales, qui sont d'ailleurs de belles voix, mais ce sont des voix très particulières, et qui me dit « Bonjour, madame ». Eh bien, je me suis dit, qu'est-ce qu'on va devenir alors ? Alors, je le vois qui prenait, je l'entends qui reprenait son souffle et qui me dit, parce que il dit, madame, il me dit, ou je vous épouse ou je rentre au couvent. Vous ne vous êtes pas démonté. Alors, je me dis, alors, j'ai pris à mon tour mon souffle et j'ai dit, eh bien, monsieur, bien sûr, ce sera le couvent. Et puis on s'est mis tous les deux à rigoler. Ce qui a bon. Alors je dis écoutez, on finit cette comédie-là. Si ça vous fait plaisir de venir me voir, vous viendrez, etc. Bon, mais je dis je suis là que pour quelques jours, puisque à ce moment-là déjà j'avais quitté Paris, mais je gardais mon logement comme pied-à-terre. Mais je dis j'ai l'intention de rester quand même à Paris plusieurs jours. Et finalement, j'avais quand même très envie de le voir qu'est-ce que c'était que ce... Alors, je lui dis, voulez-vous venir souper demain soir? Alors, il me dit, mais oui, mais il me dit, j'apporterai un camembert, j'aime beaucoup le camembert. C'est une méthode de drague assez osée. J'ai pas essayé encore ça. J'avais pas essayé. C'est osé. Ah bien, eh bien alors c'était très très extraordinaire parce que nous avons en effet dîné ensemble comme si on était des vieux copains. Hein? C'était très 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 bizarre, et même si je puis dire des vieux époux qui sont contents de se retrouver. Alors après, bon, il est revenu plusieurs fois, mais il y a eu des choses où il y a une chose qui a été... Alors, nous parlions de toutes sortes de choses, moi aussi. Je m'étais mise aussi, puisque j'avais mon piano à l'époque à Paris, il avait su que j'écrivais des chansons, etc. Alors, il aimait beaucoup que je lui chante ça. Alors, je donnais des récitals privés, vous comprenez. Alors, ça, je ne trouve pas trop. Alors, ça continuait comme ça. Et puis, alors... bon, je cuisinais, je faisais des Wiener Schnitzel. Il aimait bien ça, etc. Et puis, un certain soir, qui était peu de temps avant que je rentre à Hollen, j'étais dans ma cuisine, qui était très petite à l'époque, et j'étais en train de faire la vaisselle, je ne sais pas quoi. Et lui, il était derrière mon dos, on continuait à parler. Et c'est là, pour la première fois, qu'il m'a embrassée dans le cou, tout doucement. C'est un sensuel, cette conférence. J'imaginais pas que ça allait être aussi sensuel ce soir. Qui l'eût cru que ça serait sensuel? Mais il m'a dit cette chose qui était évidemment très sérieuse, tout bas, comme s'il craignait que même les murs nous écoutent et le trahissent. Il m'a dit, tout en m'embrassant, « Annie, je suis juif. » Et là, je me suis dit, bon, donc, nous allons avoir là toutes sortes de choses. Et c'est là que j'ai compris que
c'était quelque chose qu'il tenait la plupart du temps à cacher. Et que c'était un homme qui continuait derrière ce côté, vous voyez, qu'il affichait aussi d'insouciance, etc. Que c'était un homme qui n'arrêtait pas d'avoir encore peur. Encore peur. Vous racontez ce moment, je ne sais plus Oui, si c'est à Montmartre, c'est ça ou dans une rue que vous regagnez à un moment donné, vous dites « Me trouvant ce matin-là derrière ton dos, pendant que tu consultais les horaires qui nous permettraient d'atteindre Chantilly avant midi. » Oui, c'est-à-dire un jour que nous... Alors après, nous étions devenus quand même un peu plus familiers. Je suis rentrée à Oullène. Il est venu me voir à Oullène, où nous avons défrayé la chronique dans le village. Ça, c'était quelque chose. Alors, je l'avais envoyé faire une course à l'épicerie. Et ces gens-là, vous savez, ils baissent beaucoup la main des femmes. Figurez-vous qu'avant de partir, avec le paquet de café que je lui avais dit d'aller acheter, etc., il a baisé la main de l'épicière. Alors, c'était quelque chose. Alors, toutes les suppositions ont été faites. Et ce que les gens étaient incapables de savoir, c'est que donc il est resté plusieurs jours chez moi, mais ça se passait toujours de la même façon, c'est-à-dire d'une manière parfaitement platonique. Mais c'était très extraordinaire parce que quand le soir arrivait, je me mettais en chemise de nuit, je m'asseyais sur mon lit, il venait passer un peu de temps à côté de moi, et nous continuions à parler, et puis j'avais un autre lit, mais les gens imaginaient des choses. Mais enfin, ça, l'épicière était dans un état. Vous disiez que c'était quelqu'un effectivement qui avait peur, et vous disiez que quand on sonnait à la porte, il sursautait. Alors, un autre jour que j'étais revenu à Paris, où c'était toujours la même situation entre nous, nous avions décidé, c'était un dimanche, d'aller faire un tour dans les bois aux environs de Paris, et il était en train, vous savez, de consulter les panneaux pour savoir les heures. Et moi, par gentillesse, je lui avais mis, j'étais un petit peu derrière lui, et je lui avais touché l'épaule. Il a eu un sursaut, quelque chose d'épouvantable. Il s'est retourné, il était blanc comme un linge. Je dis, mais, par contre, on a commencé à se tutoyer. Je dis, n'aie pas peur, ce n'est que moi. Ce n'est que moi. Hein? Vous voyez, il aura fallu 2 ans, dites-vous, entre votre installation à Oullène, son installation à Oullène, et le moment où il n'a plus eu peur. C'est considérable. Oui, mais même après, lorsque nous avons vécu à Oullène, les gens l'aimaient beaucoup à Bonetta parce que il était très affable. Alors, je parle aussi à travers lui de l'émigration, cette fameuse émigration, hein? Et je pense, pardonnez-moi, mais je vais vous donner mon sentiment, que la plupart d'entre nous en parlons à tort et à travers. Moi, je sais ce que c'est que l'émigration, à travers lui. Hein? Qu'est-ce que nous demandons aux émigrés? Nous leur demandons, d'abord qu'ils ne viennent pas chez nous, si possible, s'ils sont là, si nous voulons qu'ils essaient d'être endurés, il faut qu'ils aient un masque, parce que nous leur demandons de faire semblant d'oublier leurs racines, comme si nous étions disposés à renoncer aux nôtres. Hein? Bon. Et donc, il était très intelligent, hein? Il avait compris que pour se faire admettre, il fallait qu'il ait un masque. Et il avait ce masque, vous savez, de légèreté, d'insouciance, toujours de joyeuseté, etc. Moi, les gens me disaient, mais vous avez un mari en or, il est toujours content, il est toujours heureux, il s'accommode de tout, etc.
Mais non, il avait des névroses profondes avec ce qu'il avait prévu. Et lorsque nous étions entre quatre murs, chez nous, ça ne se passait pas du tout de cette façon-là. Nous avions bien sûr, comme il avait été élevé d'une manière très différente que moi et moi vice-versa, nous avions des confrontations culturelles, des habitudes différentes. Il y avait vraiment des moments où c'était très, très difficile pour nous d'arriver à redémarrer. Il y a que nous nous aimions quand même beaucoup. Hein. Il aimait beaucoup ce que j'écrivais. Il était très attaché à ce que j'écrivais aussi. Et donc, il n'était pas question que nous nous séparions. Nous avions appris à avoir de la compassion l'un pour l'autre. D'ailleurs, comment pouvons-nous vivre, nous supporter, si nous n'avons pas tous de la compassion les uns vis-à-vis des autres? Nous sommes des êtres humains, c'est-à-dire que nous, même malgré nous, nous avons tendance à vouloir phagocyter le partenaire, qui lui aussi a le même. Bon, nous voulons que ça se passe comme nous sentons, comme nous voulons, etc. Et c'est ça qui est une chose contre laquelle il faut se défier. Donc il faut se pardonner aussi. Hein. Il faut savoir se pardonner. Ce qu'on fait quelquefois subir inconsciemment à l'autre sans le savoir, parce qu'on veut qu'il soit comme on veut qu'il soit. Et lui, il veut aussi que vous soyez comme il voudrait que vous soyez. C'était la même chose. On a tenu le coup comme ça jusqu'à sa mort, le pauvre. Bon, nous avons vécu 32 ans ensemble, mais nous étions décidés à ne jamais lâcher le morceau, à ne pas nous trahir, parce que nous étions tous les deux ennemis, si vous voulez, comment vous dire, des communautarismes, quels que soient les communautarismes, car nous avons tous tendance à en faire. J'ai eu l'occasion, parce que ce n'était pas le premier juif que je connaissais, hein. J'ai eu pendant la guerre une amie juive qui se cachait par chez nous, une fille que j'aimais beaucoup, qui m'est toujours restée fidèle, qui est morte il y a 2 ans après avoir vécu longtemps au Brésil. Et après la guerre, pour vous dire à quel point nous étions amis, ils ont eu la chance d'échapper à la Shoah parce que les Allemands n'ont pas découvert où ils étaient. Ils étaient à Bonnetable dans la forêt et ils n'ont été dénoncés par personne. Hein? Mais après la guerre, j'ai vécu 1 an chez eux. J'ai donc vécu 1 an dans une famille juive. Donc ils parlaient devant moi très librement. Et il y avait chez eux, comme il y a partout, des gens bien et des gens qui ne le sont pas. Hein, ben c'est pareil que chez les musulmans, il y a des gens qui ne sont pas bien et des gens qui le sont, qui sont des gens très bien. J'ai eu de très bons amis musulmans dans ma vie. Très bons amis musulmans. Hein. Et donc... c'est vrai qu'au cours de votre vie, oui, vous avez... Ma position à moi est celle-là, je vous le dis tout de suite. Hein. J'ai horreur des communautarismes. Hein. Nous n'allons pas pouvoir progresser en tant qu'être humain si nous continuons comme ça à ces phénomènes de rejet. Il faudrait toujours chercher le dialogue et le chercher de bonne foi, si faire se peut. Hein. Et donc, il y a aussi évidemment tout ça dans mon livre, parce que... Et donc, c'était comme ça avec mon mari aussi. Et lorsque l'un de nous avait offensé l'autre, nous nous arrangions quand même pour que ça s'arrange, que le pardon, l'amour par conséquent. L'amour, hein. Quand on lit ce livre, Catherine Paysan, il y a des moments où on souffre aussi pour vous, parce que vous affrontez des colères de sa part qui sont homériques. Je pense à cette scène. Se mettre en colère. Vous pouvez nous raconter cette scène de Noël, qui est une scène... Eh bien, justement, je vous dis, une des premières choses que nous ayons eues, qui a été assez gravissime, c'est que la première fois que nous sommes venus à Oulen pour la période de Noël,
Alors bon, nous voilà comme ça installés. Puis moi, je commence, si vous voulez, ne fût-ce que par tradition, parce que je ne... Vous savez, à sortir, vous savez, tous les petits objets pour Noël, des petites choses, des petites crèches, etc. Il n'a rien dit, il m'a laissé faire. Bon, il m'a laissé faire. Et j'avais invité à dîner pour le soir de Noël un couple de gens, les Zimmermann, qui étaient juifs tous les deux et qui ont une maison à Bonnétable. Les Zimmermann aimaient la Sarthe parce que lui, Abraham, avait été caché longtemps avec son frère dans la Sarthe chez une dame qui avait été très très bonne pour eux et qui avait pris ce risque. Hein. Et donc il aimait beaucoup la Sarthe et à cause de ça ils avaient acheté une maison à Bonnétable et j'avais pensé que mon mari serait content que nous passions la soirée, non pas ce qui s'appelle pour fêter Noël, mais que c'était une occasion de les avoir avec nous, d'autant plus qu'ils étaient comme était mon mari, c'est-à-dire, vous savez, ils ne mangeaient pas cachère, ils ne s'enfermaient pas dans une sorte de refus aussi, qu'on peut trouver aussi chez les Juifs par rapport à ce qu'ils appellent les goïs, puisque moi je suis une goï, bon, etc. Bon, donc j'organise ça, la soirée s'est passée en apparence très gentiment, on a parlé de choses et d'autres, de leurs enfants à eux, enfin, etc. Et sa femme, José, qui était professeur d'anglais, lui, il était avocat, et sa femme, qui était professeure d'anglais dans un lycée à Paris, m'avait même, avec très gentiment, apporté même quelques petits bibelots, vous savez, pour augmenter les détails, vous savez, dans ma crèche, etc. Ils sont partis vers 11h, on n'a parlé ni religion ni pas religion, vous savez, c'était la tradition, soir de Noël, faire un petit repas, etc. Et je commence, moi, à vouloir ôter la vaisselle, etc. J'étais quand même fatiguée, et je dis à mon mari, écoute, tu pourrais quand même m'aider, vous voyez, à débarrasser. Il a empoigné la nappe, hein, tiré comme ça. Et je me suis dit, ça y est, alors que j'avais mis le service à vaisselle de mes parents, auquel je tenais beaucoup. J'ai réussi quand même, bon. Et puis, il a eu quand même un sursaut, il a lâché le truc. Mais alors, vous parlez d'une atmosphère. Vous parlez d'une atmosphère, hein. Bon, nous nous sommes couchés. C'est soi-disant endormi, moi aussi. Et le lendemain, j'ai vu qu'il était toujours d'une humeur aussi massacrante. Et j'ai essayé je lui ai dit, écoute, si tu veux, on mange les restes vous savez, du repas du soir, qui est un petit peu repas de fête. Il était rencogné sur mon canapé, avec un livre devant les yeux qui évitait de me regarder. Il m'a dit vivement demain qu'on se contente d'un beefsteak. Ça m'a quand même mise hors de moi. Quand j'ai vu ça, je me suis habillée. C'était donc le jour de Noël, ça. Hein? J'ai pris ma 2 chevaux. Je l'ai abandonnée à son sort, mais moi, je suis allée pleurer dans la forêt de Bonnétable. Je pleurais. Je me suis dit, mais qu'est-ce que nous allons devenir? Qu'est-ce que nous allons devenir? J'ai erré comme ça un beau bout de temps. Puis tout de même, je suis rentrée, j'étais dans les 3h30, 4h, j'avais marché comme ça, très malheureuse, j'étais très très malheureuse. Je suis arrivée, il n'avait pas changé de place. Hein? Et bon, ben, voilà. La soirée a passé comme ça, puis on ne se parlait pas, etc. Puis quand le soir est venu, quand même, donc je ne savais pas s'il avait mangé quelque chose ou pas, vous voyez, puisque midi s'était passé, moi aussi, j'avais rien mangé, etc.
Bon. Alors, le soir, je suis venue quand même vers lui. J'ai dit, est-ce que tu veux manger quelque chose? Dis-moi quoi. Et là, il me regarde, il me dit, mais on n'a qu'à manger les restes. Je savais qu'il fallait que je joue le jeu, que quelque chose s'était passé, je le connaissais. Il m'avait dit quand même quelque chose, je me rappelle une fois, il m'avait dit, tu sais, je suis très orgueilleux à ma façon. Quand j'ai tort, n'essaie pas de me demander des excuses. Laisse-moi me calmer. J'ai fait comme si tout allait bien. Un an est passé où ça n'a plus jamais été ce genre d'incident qui était quand même gravissime. Hein. Nous n'en avons plus jamais parlé. Nous revenons l'année d'après à Hollen, toujours. Hein. Et là, je commence à ne pas parler du tout, ni de Noël spécialement, ni rien du tout, ni à sortir mon enfant Jésus, mes machins, mes trucs, etc. Et tout d'un coup, mon Lascar me regarde et me dit « Mais qu'est-ce que tu attends pour mettre ta crèche ?» Alors, à partir de ce temps, toutes les années, j'ai mis ma crèche. Nous nous asseyions tous les deux, l'un en face de l'autre. Nous faisions un peu toilette. Je mettais ma plus belle nappe. Je faisais un petit repas, non pas extraordinaire, mais enfin, quand même un petit repas bon. Et il m'offrait un cadeau et je lui offrais un cadeau. Et vous savez, c'était comme ça pour beaucoup de choses. C'était la même chose aussi. On croit tout. Eh bien, il avait aussi cette espèce de chose très extraordinaire. On dit que tous les émigrés font l'impossible pour être admis, non seulement admis, mais être considérés, par exemple en France, devenir français, enfin, etc. Lui, il ne voulait pas. Il ne voulait pas. Il me disait, j'aime beaucoup la France, c'est pour ça que je suis quand même venue, mais je ne fais confiance à aucun pays. Tout peut recommencer du jour au lendemain. Et donc, moi, j'ai quand même aussi voulu quand même... Qu'il soit naturalisé. Qu'il soit naturalisé. Alors là, nous avons une séance extraordinaire. Ouais. Quand j'ai parlé de naturalisation, là, il était tellement furieux. On était déjà mariés là, à ce moment-là depuis plusieurs années, qu'il a pris sa chaise, il l'a jetée contre le mur, mais c'est moi qui a failli la recevoir. Si je puis me permettre, comme une Catherine Paysan, vous cherchiez un peu la bagarre par moment. Quand même. Non, je cherchais pour son bien qu'il soit naturalisé, parce que je savais que s'il n'était pas naturalisé, nous allions quand même aller à des problèmes qui allaient être vraiment extrêmement difficiles, qu'on n'en sortirait pas. Et donc, j'étais décidée à remonter au créneau pour obtenir ça, parce que je dois vous dire quand même que je suis quand même quelqu'un qui ne manque pas de courage. Hein. Le pauvre, quand il était proche de sa mort et qui se savait perdu, a eu ces mots qui m'ont pas consolé de tout, mais je me suis dit, mais j'ai quand même eu raison de tenir. Je me souviens, il était très fatigué, il n'en pouvait plus, il avait un cancer de la moelle épinière. Et nous étions en train de passer des moments terribles. Et il était en face de moi et il m'a dit « Annie, je te remercie, tu m'as sauvé la vie. » J'ai dit « Bien, je suis contente quand même que tu me le dises, que tu vois que j'ai fait ce que j'ai pu. Hein? » Et comme il aimait beaucoup ce que j'écrivais, je savais qu'il allait bientôt mourir, et lui le savait aussi. On ne prononçait jamais le mot de mort, rien du tout à la maison. On faisait semblant que bon. Et j'avais demandé à mon éditeur, c'était au moment où sortait
un livre de nouvelles auquel je tiens beaucoup, et d'ailleurs pour lequel j'ai eu quand même la bourse du Goncourt. Hein. Mais j'avais peur qu'il ne puisse pas le lire avant de mourir, alors j'avais quand même téléphoné à mon éditeur en disant « Envoyez-moi le plus vite possible un livre pour qu'il puisse lire ». Et donc, il avait commencé à lire, mais il était fatigué. Je lui ai dit, écoute, tu arrêtes ça. Et il a soulevé la tête, parce qu'il était devenu très pâle, etc. Il m'a dit non, parce qu'il m'a dit, c'est comme toujours, ce que tu écris me donne envie de vivre. Je me suis dit, ben quand même, je n'ai pas perdu mon temps. Je ne sais pas ce qu'est la vie, je n'arrive pas à savoir ce que veut dire ce passage que nous faisons sur la terre, mais ça vaut peut-être quand même, ça valait peut-être quand même le coup de vivre, parce que j'ai peut-être quand même sauvé dans ma vie, c'est pas beaucoup, mais une personne, rien qu'une seulement, rien qu'une. Hein? Et une des plus importantes de votre vie. C'est important pour moi, oui. Combien de temps a pris la greffe, si je puis dire? Vous avez mis combien de temps à réussir la greffe, si je peux utiliser ce mot, avec Émile? Ça a été très long. Il a fallu beaucoup d'années pour réussir le greffage. C'est-à-dire, par exemple, pour qu'il n'ait plus peur, pour qu'il se mette à aimer la nature, car il avait la nature en horreur et moi j'aimais la nature. Il avait peur des forêts. Je l'ai emmené, la première fois où je l'ai emmené dans cette magnifique forêt dans la Sarthe, que vous connaissez sûrement, la forêt de Persaigne. Il m'a fait une scène atroce. Et je ne savais pas pourquoi, je ne comprenais pas pourquoi. Et après, j'ai compris que c'est que ça lui rappelait, vous savez, les moments où on les traînait dans les forêts comme ça, dans des conditions épouvantables. Nous sommes rentrés dans la forêt de Persaigne. Je voyais bientôt plus la route pour conduire tellement j'en étais malade de ce qui se passait. Vous voyez, j'ai connu toutes ces choses-là. C'était très intéressant, mais c'était pas rigolo tous les jours. Hein. Mais c'était pas rigolo pour lui non plus tous les jours. Hein? Il y a une chose qui revient souvent dans votre livre. Vous aviez ce désir profond, et vous le dites là juste en une phrase que je cite, te faire aimer Auguste et Marthe, donc vos parents, et te rallier pour de bon à leur couleur. C'était vraiment obsessionnel pour vous vis-à-vis de lui. Oui. Pour quelle raison? Eh bien, parce que, en fait, au fils, je pense qu'il regrettait quand même que je ne sois pas juive. Et oui, vous comprenez. Parce que si j'avais été juive, il aurait pu me présenter à davantage de gens, parce qu'il avait quand même des amis juifs. Hein. Et puis, il se serait senti plus à l'aise. Notre mariage se serait passé d'une manière différente. Hein. Et il y avait ça. Et alors donc, mon papa a été cuisinier de métier avant d'être gendarme. Et la veille aussi, par exemple, du jour où nous nous sommes mariés, eh bien, nous avons eu déjà aussi une confrontation. Parce que figurez-vous que moi, à cause de mes livres, il y avait le directeur de la gendarmerie de l'époque. Je ne sais pas si vous savez que les directeurs de gendarmerie en France, on croit toujours que c'est un général, un militaire. Pas forcément, ce sont des civils. Lui, c'était un civil, et c'était un type très remarquable, bien sûr que je ne connaissais pas. C'était un grand commis d'État qui était à la tête de la gendarmerie, et voilà comment je l'ai su. C'est parce que c'était à la sortie de mon premier livre, Nous autres, les sans-chaises, qui était déjà un livre qui me ressemblait, c'est-à-dire où je posais le problème du racisme, etc. Et ce directeur de gendarmerie, qui était un type remarquable, qui était un bosseur terrible, s'intéressait quand même à la littérature, etc. Et il avait
acheté mon bouquin sans savoir qui j'étais, parce que ça l'intriguait. Il avait entendu parler de moi à ce moment-là dans le Figaro, dans l'Express, dans tout ça, parce que c'est un livre qui avait été très bien accueilli, après avoir été refusé d'ailleurs par beaucoup de maisons de Paris. Bon, et quand on m'interviewait et qu'on me parlait de ma famille, etc., je disais que mon papa avait été gendarme. Et finalement, je disais la vérité, et quelquefois, ça me valait soit on se moquait de moi, ou alors, vous voyez, on me classait, puisque j'étais fille d'un gendarme. Un gendarme, c'était forcément un type qui était parfaitement inhumain, parfaitement, etc. Et moi, j'avais dû être élevée de façon à ce que j'étais une très, très vilaine dame qui avait certainement, en effet, raciste, qui tapait des doigts, etc. Bon, ça l'avait frappé. Et il avait chargé un de ses capitaines de gendarmerie de prendre contact avec moi, parce qu'il voulait... Bon, un jour, ça téléphone chez moi, j'étais célibataire encore à ce moment-là, j'entends une voix extrêmement posée, donc il dit « Allô ?» etc. Bon, madame, je me présente, je suis le capitaine Amé, mandaté par monsieur le directeur de la gendarmerie pour prendre un contact avec vous. Alors il me raconte que son supérieur avait donc lu le livre, qu'il avait aimé beaucoup, et qu'il avait été frappé du fait que je disais que mon père était gendarme, et qu'il serait content si je voulais faire un portrait de mon père, qui était un gendarme à pied, qui était sergent. Ils ont le grade de sergent et tout. Si je voulais faire le portrait de mon père pour la revue des officiers de gendarmerie. Alors je me suis dit, bon. J'étais un peu stupéfait. Alors j'ai dit, bon, écoutez, ça me flatte beaucoup, enfin, pour mon père, que j'aimais beaucoup. Mais je dis, ce que monsieur le directeur de la gendarmerie me demande là est quelque chose d'extrêmement difficile. Parce que je dis, pour réussir, il faut que je sorte mon père de l'anonymat. Il faut donc que je trouve un langage, une manière de l'évoquer, que tout d'un coup, mon père existe, devienne quelqu'un qui va cesser d'être un anonyme. Quelqu'un qui avait une personnalité, car mon père avait une très forte personnalité. Et j'ai dit, bon, alors je dis, je ne vous garantis rien, mais je vais quand même essayer. Alors, nous avons donc convenu, je dis, je vous demande au moins 1 mois, parce que la mise sur rail va être très difficile. Il faut que je trouve le ton, je ne sais pas comment encore je vais faire, mais je dis, je vais essayer. Mais vous direz d'avance à monsieur le directeur de la gendarmerie que lorsqu'il recevra ça, si ça le déçoit, il le dit, on n'en parle plus, je suis bonne joueuse, et puis pointe à la ligne, vous voyez, hein? Bon, enfin, j'ai donc pondu quelque chose en me donnant, enfin, j'ai repris ça, recommencé, etc., jusqu'à ce que ça me plaise, que je sente que mon père commençait à exister, mais exister en tant que personne humaine, et qu'il avait, bon, et donc, on m'envoie une estafette au bout de 15 jours qui vient chercher ça. Ah ben, je me dis, peut-être. Alors, 2 ou 3 jours, et je reçois un coup de téléphone, toujours du capitaine Amé, puisqu'il s'appelait Amé, le capitaine Amé, qui me dit, ben voilà, monsieur le directeur de la gendarmerie, parce qu'il disait toujours monsieur le directeur de la gendarmerie, bien sûr, est enchanté. Et il est tellement enchanté que, non seulement il vous remercie beaucoup, mais il a l'intention d'organiser pour vous, à la caserne Napoléon, qui est derrière, vous savez, l'hôtel de ville à Paris, hein, d'organiser un déjeuner avec les officiers de gendarmerie. Bon, c'est comme ça que je suis entrée, vous voyez, dans cette chose. Et donc, il y avait cette... Et
bon, ce déjeuner a eu lieu, qui était un très beau déjeuner. J'avais jamais vu autant de généraux de ma vie, enfin. Et puis, bon, enfin, etc. Et ce directeur de gendarmerie a repris contact avec vous pour votre mariage. Et c'est comme ça. Hein. Et lorsque je me suis mariée, ce même directeur de la gendarmerie, je ne lui ai rien demandé, m'a dit, puisque vous vous mariez, je vais vous envoyer, il a donné l'ordre, si vous voulez, à ce qu'il y ait des gendarmes qui soient là, et aussi, lorsque nous sommes partis d'Aulaine, nous avions devant nous 2 motards, vous savez, qui étaient habillés, vous savez, mais ah oui, mais alors, ils étaient... les gants blancs. Les gants blancs, enfin, etc., vous connaissez. Hein. Bon, alors là, les gens étaient aux portes. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que la veille, monsieur, mon futur mari, m'avait dit, tu sais, ça ne me plaît pas du tout qu'il y ait des gendarmes. Hein? Compte tenu effectivement de l'histoire, oui, j'imagine. Hein? Alors là aussi, nous avons eu une confrontation parce qu'il m'a dit, tu comprends, les gendarmes en Hongrie, c'était l'horreur. Hein? C'était une gendarmerie fasciste. Hein? Alors là, on s'est vraiment demandé alors là, il m'a dit, écoute, il m'a dit, on va arrêter ça, parce qu'il m'a dit, et puis alors, quand c'était comme ça, mais il tenait parole, tout d'un coup, il m'a empoigné contre lui, il m'a dit, arrêtons-nous. Il m'a dit, je te promets, je vais être comme d'habitude suave. S'il faut, je vais les embrasser. Je vais, etc. Et en effet, le lendemain, il a été... Mais merveilleux avec tout le monde, d'ailleurs. Il allait embrasser tout le monde, ce jour. Il a embrassé tout le monde. Et les gendarmes étaient très contents. Alors, on a pris une grande photographie, vous savez, à l'ancienne, hein, du mariage. Et alors, c'est quelque chose d'inénarrable, parce qu'on voit les gendarmes qui sont là. Et au-dessus, on voit la tête de Mouloudji, qui était venu aussi à mon mariage, et qui lui chantait, messieurs les hommes anodins, vous savez, et appelez les gendarmes et ils pourront tirer. Inénarrable. Mais c'était comme ça. Ça marchait comme ça. Et c'était donc important pour vous qu'il aime vos parents? Oui, alors je voulais qu'il arrive à aimer mes parents. Il n'avait rien, bien sûr, contre mes parents. Mais je le voyais qu'il regardait les photos de mes parents, qui étaient quand même pour lui aussi des étrangers. Alors c'est là aussi. Je me suis attelée à mon livre, là, Comme l'or d'un anneau, qui est l'histoire de mon père et de ma mère avant que je naisse. Hein. Et parce que je voulais justement qu'il entre aussi avec moi dans le monde de mes parents, puisque moi, je ne me suis bien sûr jamais permis de dire du mal des siens. J'aurais aimé connaître ces gens-là même. Je ne sais pas s'ils m'auraient accepté, je n'en sais rien. Je ne sais pas. Alors, je fais une petite parenthèse, mais c'est vrai que vous avez compris au fur et à mesure de la relation avec Émile que vous étiez face finalement à une autre civilisation, on l'a bien compris, oui, et lui également. Oui. Et vous étiez aussi face à un autre type d'humour, si je puis dire, puisque vous y avait son humour juif à lui, et puis il y avait l'humour d'Annie Roulette, plus paysan. Alors quand on était de bonne humeur l'un après l'autre, il me disait, moi j'ai l'humour juif, et je disais, moi j'ai l'humour paysan. Puis, ça devait faire des étincelles. Parce qu'on était quand même capable de rigoler quand même, vous voyez, de toutes nos histoires. Alors, je voudrais qu'on parle un peu de la nature et de votre rapport à la nature qui est très présente dans votre œuvre. Vous en avez parlé un peu tout à l'heure. Mon rapport, il y aura toujours mon rapport à la nature. Vous dites, la nature m'a toujours rendu plus intelligente, plus capable de puiser en moi l'humilité nécessaire pour y voir un peu moins mal que d'habitude dans mon propre jeu. Oui. Et vous utilisez beaucoup le langage de la nature. Vous racontez, le jour de sa mort, vous utilisez le terme de cri de louve que vous poussez. Et puis vous racontez aussi vos balades dans la montagne, dans la forêt, pardon, et votre besoin de vous y ressourcer. Vous comparez même aussi à un arbre. Pour quelle raison? Oui, ben voilà, je vais vous faire une révélation.
c'est que je me suis quelquefois dit, mais pourquoi est-ce que je défends si fort mon précaré? Car il y a des gens, par exemple, qui n'ont pas compris pourquoi j'étais si fidèle à mes racines, le village d'Aulène, patati patala. Mais c'est parce que je suis un arbre. Mais je suis un arbre, mais qu'est-ce que c'est qu'une vocation d'arbre? Car j'ai la vocation d'être un arbre. Un arbre, c'est une entité qui veut absolument rester à ses racines, se nourrir de sa propre sève. Mais qu'est-ce que c'est que la vocation d'un arbre? Puisqu'il a des branches, puisqu'il a des feuilles, c'est une vocation d'accueil, puisque les oiseaux viennent s'abriter chez lui. Donc moi, j'ai toujours été ça, quelqu'un qui a peu voyagé, qui est extrêmement fidèle à son terroir, mais qui a été à l'écoute d'un tas de gens complètement différents et qui a aimé dialoguer avec tous ces gens-là. C'est pour ça que je vous dis que j'ai connu des tas de gens qui ne me ressemblaient pas, mais avec lesquels j'entrais en conversation. C'est ma vocation d'arbre, et tant que je pouvais, si je pouvais les protéger, je les protégeais. Et je continue ça. Je continue ça. C'est ça ma vocation d'arbre. Allez, je voudrais encore... Je vous remercie beaucoup d'être peut-être qui sait de mon avis. Ça me rassure. Allez, je voudrais que vous nous lisiez encore un passage du livre. C'est aussi au début du livre, c'est une très belle description d'un homme et une femme qui se couchent l'un contre l'autre. C'est très simple, oui. Mais c'est tellement joliment dit. Oui, voilà. Ici, oui. Jusqu'à... Oui, ici. D'accord. Merci. Attendez. Et puis encore, c'est là. Hein? Et puis encore... Après cela, comme s'il pouvait servir à quelque chose, ce geste ultime, après l'avoir renouvelé 100 fois, pendant ces 2 heures, de prendre ton visage entre mes mains, d'en faire précieusement le tour, de l'embrasser sur les lèvres, les paupières, dans l'espoir insensé d'une remise en marche sur orbite, te permettant de revenir à moi. C'est au moment où il allait mourir à l'hôpital du Mans, en m'appelant comme tu l'as fait tout à l'heure, avant de sombrer dans les limbes du coma, par mon prénom, de ce timbre un peu voilé qui était le tien le soir, avant de t'endormir. Lorsqu'étendus l'un contre l'autre dans l'ombre, nous en avions fini avec les tracasseries de la journée, les manifestations bruyantes ou miettes, de nos incompatibilités d'humeur, les sujets de friction, les crises de fatigue ou de rancune qui brouillent les cartes, pervertissent les règles du jeu jusqu'aux limites de la foire d'empoigne. Tout à coup, les tensions cessent. Celle de 2 bêtes de somme attelées sous le joug à une même charrue, au soc plus ou moins dur à enfoncer, dans un sol plus ou moins gras et qui finissent par s'en vouloir mutuellement d'être condamnés à creuser épaule contre épaule le même sillon. Tout à coup, le harcèlement du bouvier cesse. La nuit est là, sa douce litière. Son havre dans le noir d'une maison qui, toute porte et volets fermés, accomplit sa mission de maison, de citadelle, de zone franche, dans laquelle on peut s'ébattre ou à l'inverse se reposer, souffler, y creuser son trou sans avoir à en rendre compte au reste du monde. On peut redevenir un couple, un vrai,
dont le corps s'abandonne par piété profonde à celui de l'autre, et puis encore vole au secours de sa lassitude, de sa vulnérabilité, par les soirs d'été, d'état de grâce, quand la magie opère, celle de la montée des sèves, le partage d'une fête charnelle à la mesure de la liesse des cœurs. Je peux vous poser une question très simple et très directe? Allons-y. Puisque vous en avez parlé un peu tout à l'heure, avez-vous peur de mourir, Catherine Paysan? Oui, j'ai peur de mourir parce que j'ai le travers de trouver que la vie est une grâce, mais qu'elle continue à m'intéresser quand même. C'est ça qui est embêtant chez moi. Très embêtant. Vous vous recueillez souvent, vous racontez de très jolies scènes sur la tombe d'Émile et de vos parents, puisqu'ils sont l'un à côté de l'autre. Oui, il est enterré. Mon mari est enterré au cimetière d'Oulen avec mes parents. Donc, par conséquent, il y a derrière lui la croix chrétienne et lui, il a sa plaque. Et bien sûr, j'ai fait mettre dessus l'étoile de David parce que je trouvais que c'était la moindre des choses. Voilà. Vous dites à l'instant qu'effectivement vous aimez la vie, mais on sent en même temps dans quelques lignes que vous avez cette envie forte de rejoindre Émile et vos parents. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, je lui dois bien ça, puisqu'il faut savoir quand même aussi ce détail que vous trouverez peut-être intéressant si vous lisez un jour ce livre, c'est qu'à un moment donné, pour me faire plaisir à moi, il a fait les démarches qu'il fallait faire pour que je puisse quand même être mariée religieusement avec lui à l'église d'Oulen. Puisque maintenant, le catholicisme accepte, je ne sais pas si vous êtes au courant de ça, que quelqu'un qui est catholique, ce qui est mon cas, puisse épouser quelqu'un d'une religion différente sans qu'on impose aux partenaires de changer de religion. Donc, il a bien voulu, il a fait toutes les démarches au niveau de l'évêché qu'il fallait faire, et ça m'a quand même vraiment beaucoup touchée parce qu'il savait que ça me ferait tellement plaisir. Il l'a fait. C'était un pied de néo-communautarisme aussi pour vous. Oui. Et d'ailleurs, les curés de Bonnetable ont été très chics dans cette circonstance-là. Hein? Mais lui aussi, il s'est donné beaucoup de mal. Il a eu plusieurs conversations. Il allait régulièrement à l'évêché pour des conversations avec un des responsables de l'évêché. Et à l'époque, il y avait comme l'évêque était un type remarquable qui avait envie aussi que ça se fasse. Alors, il y a eu évidemment un tas de tractations, de choses, et il faisait partie aussi pour obtenir cela. Il fallait que le demandeur, c'est-à-dire celui qui n'était pas chrétien, fasse la demande, une espèce de lettre, vous voyez, de supplique au pape qu'il a faite. Oh, mais c'était un sacré truc. Hein, non, il l'a fait. Hein. Il l'a fait. Je voudrais, si vous voulez bien, qu'on termine cette conférence avec un poème. Je vous ai demandé tout à l'heure si vous souhaitiez lire un texte, et puis finalement, on s'est accordé sur la dernière page du livre et cette chanson. C'est plus qu'un poème, une chanson que vous avez chantée. Je vous laisse lire les dernières lignes du livre, si vous voulez bien, à partir du bas jusqu'au bout. D'accord. Et me revient aujourd'hui, à moins de 2 semaines du 16e anniversaire de ta mort à l'hôpital du Mans, où pour la dernière fois tu m'auras appelé au secours par mon prénom de baptême, Annie, Annie, avant de perdre pied sous mes yeux, sans que je puisse, pauvre bête aux abois, réduite à l'impuissance, rien faire pour t'arracher aux griffes de la Camargue.
le souvenir de cette chanson de moi que tu aimais que je te fasse entendre parce qu'elle était faite pour nous, qu'elle nous ressemblait. Je vais te la fredonner en douceur, tendrement, a cappella, comme tu le faisais parfois autrefois en même temps que moi. C'est pourquoi, Émile, mon cher Émile, puisque ma fin est proche, une dernière fois, je te la chante. Prends encore un petit peu patience, je vais te rejoindre. D'avance cette chanson, je te la confie, je compte à travers toi sur ton intercession pour être admise à tes côtés, à prendre part humblement, certes, mais avec ferveur, au concert de la musique des astres, celle des anges. Parfois, il neige, c'est comme si nos cheveux bruns devenaient gris. On croirait sous le ciel sévère qu'on porte notre amour en terre. Parfois, le soleil brille aussi pour toi et pour moi, mon chéri. Tu es plus doux, moi plus sincère quand nous bénissons la lumière. Que je sois ton esclave ou reine, qu'on s'aime d'amour ou de haine, selon les jours, selon les nuits. Tu es l'arbre, je suis le fruit. Quoi qu'il en soit de nos saisons, nous tenons en joie, en détresse. Quoi qu'il en soit de nos caresses, c'est le seul pain dont nous vivons. L'amour part, il est de retour. L'amour nous joue un mauvais tour. L'amour joue à nous tourmenter, rira. Qui rira le dernier? L'amour saigne, l'amour a froid, l'amour nous glisse entre les doigts. L'amour se sent bien, il a chaud entre nous deux comme un oiseau. Parfois il neige, puis il fait chaud. Merci beaucoup, merci beaucoup. Hein. Vous savez, quand on est sur cette scène, on ressent aussi beaucoup de choses de vous. Et pour avoir fait beaucoup de voix au chapitre, je peux vous dire que ce soir, j'ai ressenti des choses que je ressens peu souvent de la salle, notamment une attention particulière. Et je voudrais, si vous en êtes d'accord, puis si vous ne l'êtes pas, c'est pas grave, parce que moi je vais le faire. En tout cas, vous remercier pour ce que vous avez offert à la littérature et puis aussi à ce département. Et pour cela, je propose qu'on se lève pour vous applaudir. Oh, bah, c'est très gentil. Très gentil. Très gentil. Ah. Écoutez, vous me battez. Ça valait le coup de venir, vous voyez. Oui. Alors, est-ce que je voudrais dire un mot pour... Vous savez, même par contre, s'il y avait des gens, le monsieur Thouars, qui est mon fidèle libraire, est là, je pense, avec quelques livres. Mais il faut que vous compreniez que je ne peux pas les dédicacer aujourd'hui, hein, parce que j'ai quand même fait un très, très gros effort.
Par contre, nous avons le projet à la librairie Toire de faire un jour une signature, vous voyez, pour le livre. Mais enfin, je pense que M. Toire a quand même quelques livres, s'il y a déjà des gens que ça intéresse. Mais je ne peux pas envisager de faire maintenant une dédicace. Je suis trop fatiguée quand même. Hein. Merci. Effectivement, je confirme qu'il y a des livres au fond de la salle. Merci beaucoup, Catherine Paysan.